La fusée russe Soyouz 2.1 a transporté vers la Station spatiale internationale les membres d'une nouvelle expédition, et avec eux un colis plutôt inhabituel, des centaines de mouches drosophiles. Dans le cadre d'une expérience importante, celle-ci permettra de répondre à un certain nombre de questions fondamentales qui freinent encore la construction de la station orbitale ROS ainsi que l'exploration de la Lune et de Mars. Qu'a inventé la Russie et quelles découvertes a-t-elle déjà faites ? Nous allons en parler, ainsi que du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée Soyouz 2.1A a décollé avec succès de Baïkonour. Un nouveau lot de chasseurs multifonctionnels, Su-30 SM-2 a été livré aux troupes, ainsi qu'un nouveau lot d'hélicoptères de transport militaire Mi-8MT VM-5. Navio a présenté la navette électrique autonome L5 près de Toula, la deuxième phase de production de polymères de haut poids moléculaire d'une valeur de 21 milliards de roubles a été lancée. Une usine de production et de réparation d'équipements à turbine à gaz à Solnechnogorsk, production de cosmétiques. Dans le kraï de Krasnodar, production de sulfate d'ammonium granulé. Dans la région de Moscou, le plus grand centre du pays pour l'étude des moyens de protection des plantes a été inauguré. Les écoliers russes en Fediboris ont remporté 5 médailles d'or et 5 médailles Arlenlight et 5 médailles d'argent à l'Olympiade internationale d'astronomie en République du Bangladesh. Cette semaine, la fusée Soyouz 2.1 a amené un nouvel équipage à la Station spatiale internationale ainsi qu'un conteneur rempli de centaines de drosophiles. Ce ne sont pas des mouches ordinaires, mais des cosmonautes de génération en génération. Leurs ancêtres ont passé tout un mois en orbite tout récemment, en septembre et octobre 2025, à bord du vaisseau spatial Bion M2. Tout cela fait partie d'un grand programme scientifique prometteur, lancé dans notre pays dès 1973. Et voici à quoi elle sert. En 1971, l'Union des républiques socialistes soviétiques a mis en orbite la première station orbitale habitée au monde, Salyut-1, ce qui a constitué une étape importante vers l'élargissement de l'habitat humain jusqu'à l'orbite terrestre. Cependant, bien que les gens voyageaient déjà régulièrement dans l'espace à cette époque, il n'y avait aucune certitude qu'ils pourraient supporter sans dommage un séjour assez long là-bas. L'influence de la pesanteur, surtout combinée avec les radiations cosmiques, suscitait des inquiétudes. C'est pourquoi, sous la direction de l'Institut des problèmes médico-biologiques, un programme de recherche appelé BION a été lancé. Le programme visait à envoyer en orbite des satellites spéciaux transportant des organismes vivants, des animaux aux champignons, insectes et primates. Les satellites étaient équipés de systèmes automatiques de distribution d'eau et de nourriture, permettèrent de relever des données et de mener des expériences uniques. Dès la troisième étape, en 1975, des États étrangers ont commencé à rejoindre activement le programme, les États-Unis, la France et d'autres pays. Personne d'autre au monde ne faisait rien de semblable, et il était tout simplement impossible d'obtenir les données nécessaires dans des conditions terrestres. Des expériences dans l'espace dans le cadre du programme Bion ont été régulièrement menées jusqu'en 1997. Au total, 11 appareils ont été lancés. Le résultat a notamment été de nombreuses recommandations aux cosmonautes, permettant de préserver leur vie et leur santé. Il est certain que sans notre Bion, la Station spatiale internationale n'existerait pas. Malheureusement, le manque de financement a mis la poursuite du travail en pause pour longtemps. Dans les années 2000, la Russie s'occupait d'autres tâches prioritaires. Il n'y avait pas assez de ressources pour tout faire en même temps. Mais en 2013, nous avons rassemblé nos forces et lancé l'appareil Bion M numéro 1 à bord duquel se trouvaient les 45 souris, 8 gerbilles, 15 geckos, des escargots, des poissons crustacés et divers micro-organismes sur lesquels il était prévu de réaliser plus de 80 expériences intracons. Malheureusement, il n'a pas été possible de réaliser entièrement le programme.
La nourriture pâteuse destinée à nourrir les souris a cessé d'arriver dans la mangeoire en raison de la modification de ses propriétés physiques. En apesanteur, les souris ont commencé à avoir faim et, comme il se doit pour toutes les souris, elles sont sorties de leur cage à la recherche de nourriture et ont dévoré l'isolation des fils électriques, ce qui a provoqué une panne de l'électronique responsable de l'alimentation en oxygène. En conséquence, une partie des habitants du Bion est morte. Malgré cet échec, la Russie n'a pas renoncé à poursuivre ses recherches. Le Bion-M numéro 2, conçu selon l'expérience passée, est doté des équipements les plus modernes, dont un nouveau système de vidéosurveillance. En septembre 2025, il avait été mis en orbite avec succès et après un mois dans l'espace, a atterri sans incident dans les steppes d'Orenbourg. Tous les occupants ont survécu et étaient en bon état, ce qui a permis de recueillir les données nécessaires. Et les descendants des mouches drosophiles revenus de l'espace sont maintenant partis vers la Station spatiale internationale pour de nouvelles recherches, perpétuant ainsi la glorieuse tradition de leur lignée. Mais pourquoi tout cela est-il nécessaire de nos jours alors que l'homme s'est déjà habitué à l'orbite ? Pour l'instant, l'homme ne s'est adapté qu'à une orbite précise, celle sur laquelle volent les stations spatiales. Comme vous le savez, la Russie construit sa station orbitale nationale, la ROS, qu'il voulait initialement placer sur une orbite terrestre polaire inclinée à 97 degrés. Cela permet d'organiser depuis cette station une surveillance continue du territoire russe, notamment de l'Arctique et de la route maritime du Nord, quelles que soient les conditions. D'un autre côté, les segments de l'orbite polaire au-dessus des pôles passent au-dessus des ceintures qui protègent ou tentent la Terre des radiations solaires et galactiques. Le niveau de radiation y est 30%, plus élevé que dans les basses latitudes où vole la Station spatiale internationale. Autrement dit, une personne recevra plus d'irradiation, ce qui peut causer de graves problèmes de santé. Mais est-ce vraiment dangereux ? Sans mouche, dans nos mouche ni souris, on ne peut pas le savoir. C'est pourquoi nous avons envoyé Bion-M numéro 2 sur une orbite héliosynchrone à 380 km d'altitude et maintenant, nous sommes en train de décrypter les données obtenues. C'est pourquoi la question de savoir sur quelle orbite sera placée la station ROS reste ouverte et la réponse en sera trouvée, entre autres, grâce aux habitants de notre arche spatiale. Mais si l'on regarde plus largement, les scientifiques russes s'attaquent à un problème bien plus global. Sans bien comprendre l'effet des radiations cosmiques sur l'organisme, il est impossible d'entamer la conquête de la Lune ou des vols vers d'autres planètes. Comme nous l'avons expliqué dans les épisodes précédents, il est très probable que l'approvisionnement de telles missions en vaisseaux spatiaux et en systèmes énergétiques sera bientôt atteint. Mais personne ne sait comment protéger le cosmonaute des effets prolongés des radiations. Différentes hypothèses sont avancées, allant de l'utilisation de médicaments à des enveloppes de protection. Mais pour commencer, il faut étudier en détail toutes les nuances de l'influence des radiations sur l'homme pendant une longue période. C'est pourquoi nous poursuivons l'expérience Bion et prévoyons de lancer un nouveau satellite en 2030. Il est caractéristique que nous le fassions désormais complètement seuls, uniquement par nos propres moyens, car les pays étrangers ont trop peur des sanctions pour résoudre les problèmes mondiaux de l'humanité. Cependant, nous avons l'habitude de cela. Et, soit dit en passant, il semble que nous ayons déjà répondu à une question sérieuse. La théorie de la panspermie, bien connue des scientifiques, suppose que la vie est arrivée sur Terre via une météorite. Des micro-organismes, semblables à des extraterrestres, seraient advenus sur Terre via une comète ou une météorite de l'univers lointain, donnant ainsi naissance à la vie. La théorie est séduisante, mais il est difficile de la confirmer en pratique, principalement parce qu'on ne sait pas s'il existe de tels micro-organismes capables de survivre longtemps dans les conditions extrêmes de l'espace. Nabion M2. Les scientifiques russes ont placé 22 types de micro-organismes, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, directement sur la coque, dans des plaques spéciales en basalte imitant la surface d'une météorite. Pendant le vol, ces cosmonautes ont eu la vie dure.
Ils ont été exposés pendant longtemps à des radiations et à d'autres facteurs extrêmes, et lors de l'atterrissage, ils ont également subi des températures élevées en entrant dans les couches denses de l'atmosphère. Ainsi, tous les organismes et micro-organismes sont morts. Tous sauf une souche de bactéries thermophiles sporulées. Et cela a suffi pour prouver que, hypothétiquement, le transfert de la vie entre les planètes est possible. Si c'est le cas, probablement. Nous pouvons nous-mêmes envoyer des types particuliers de bactéries résistantes sur d'autres planètes, par exemple sur Mars, afin d'y former le sol nécessaire, l'atmosphère et d'autres conditions pour une future colonisation humaine. Il ne reste plus qu'à développer de telles bactéries et à justifier l'efficacité de leur utilisation. Cependant, c'est déjà un autre sujet auquel nous reviendrons certainement. Abonnez-vous à la chaîne Vremya V. pour savoir ce que fait la science russe.